bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gilles Van Den Burre, bonjour, Bonjour. Député fédéral écolo. Et avec vous, on va parler de sujets dont on parlera beaucoup dans la campagne électorale des fédérales. Je voudrais d'abord parler avec vous du nucléaire. Parce que souvent, on annonce effectivement que tous les partis, notamment francophones, sont sur une même ligne. Il faut sortir du nucléaire assez rapidement, dans les 10-15 ans à venir. Côté flamand, on voit qu'il y a un peu plus de flottement, notamment la NVA, qui voudrait conserver, voire construire de nouvelles centrales nucléaires. Alors, je voudrais vous demander, à vous, dans le cadre du programme écolo, comment vous envisagez l'avenir au niveau de l'énergie? Est-ce qu'on peut se passer du nucléaire à partir de 2030-2035? Mais donc, effectivement, comme vous l'avez dit, en Belgique, il y a une loi qui a été votée en 2003, sous l'impulsion d'Olivier Deleuze, quand Écolo, effectivement, a participé au gouvernement fédéral. Cette loi a été votée par une majorité à l'époque, y compris VLD, y compris MR, avait voté cette loi. Elle a été confirmée cette législature, donc ça veut dire sortie des derniers réacteurs en 2025. Donc ça, c'est confirmé. Donc ça, je dirais, ça a été confirmé par cette majorité-ci, dont Écolo ne fait pas partie. Donc effectivement, il y a un accord politique, une loi. Et donc nous espérons que tous les acteurs politiques vont respecter cette loi. On entend effectivement la NVA aujourd'hui en campagne qui dit nous, on souhaite prolonger, voire effectivement construire de nouvelles centrales nucléaires. C'est à mon sens l'unique parti qui propose de construire des nouvelles centrales. Mais donc ça veut dire clairement remettre complètement en cause la sortie du nucléaire. C'est parce qu'ils disent qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir sans le nucléaire. Donc qu'est-ce que vous répondez? Et donc ça, c'est là évidemment où nous ne sommes pas d'accord parce que nous avons un plan. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'Écolo qui a un plan. Il y a Elia qui a aussi publié en 2017 un rapport qui montre que si on agit dès aujourd'hui, sans tarder, on peut effectivement sortir du nucléaire à partir de 2025 et ça c'est aussi notre plan, à partir de 2050, être avec 100% d'énergie renouvelable. Ça pour nous c'est l'objectif, c'est l'ambition que nous devons avoir, tout simplement pour respecter déjà l'accord de Paris. La COP 21, si on veut respecter les engagements de la Belgique, on doit en fait aller vers du 100% renouvelable pour 2050. Et donc ce que nous proposons, c'est donc sortir des centrales nucléaires dès 2025 et il y aura une période de transition, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période dans cette période de transition? Donc de 2025 à 2050, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette période de transition, il y aura effectivement d'autres sources d'énergie pour produire de l'électricité, puisqu'on parle ici de la production d'électricité, que le renouvelable, notamment des centrales au gaz. Donc le plan que nous prévoyons, c'est 3 centrales au gaz. Le pacte énergétique qui avait été proposé par le Premier ministre fédéral mettait 4 centrales au gaz. Donc on peut effectivement discuter, mais ce qui est clair, c'est qu'il faudra passer par une période de transition avec des centrales au gaz qui existent déjà en partie. Donc il y a déjà de l'infrastructure qui existe. Il ne faut pas construire de nouvelles centrales. Alors peut-être qu'il en faudra en construire une si on décide 3 ou 4 en fonction de la capacité de production, effectivement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura cette période de transition et à partir de 2050, et en parallèle évidemment, pour pouvoir arriver à 2050, il faudra investir massivement dans les énergies renouvelables, évidemment l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse, tout ce qui existe aujourd'hui et qui est développé très fort. Mais donc pour être très clair, ces 3 centrales qui existent au gaz, elles polluent. Ça pollue une centrale au gaz. Oui, donc d'accord. Donc pendant 25 ans, on va quand même continuer à. Non, donc au niveau du bilan. On va polluer davantage ou pas? Non, justement. Donc au niveau du bilan net en termes d'émissions de CO2, c'est ça qu'on calcule. Il y aura une diminution. Il y aura une diminution continue de la Belgique. C'est un peu ce que fait l'Allemagne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Et donc, je crois que les dernières centrales vont fermer en 2022. L'Allemagne a investi massivement dans les énergies renouvelables. Pas plus tard que cette semaine, la Commission européenne pointait de nouveau du doigt la Belgique pour nous dire que nous n'atteindrons pas nos objectifs climatiques. Donc la Belgique aujourd'hui est le cancre de l'Europe en termes d'objectifs climatiques et en particulier sur la transition énergétique. Nous sommes queue de peloton au niveau européen avec 9% aujourd'hui d'énergie produite grâce aux énergies renouvelables. L'Allemagne, c'est 15%. Et l'Allemagne a comme objectif d'arriver à 100% également en 2050. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? L'ensemble de la société s'est mobilisé. À partir du moment où on a voté une loi, les partenaires industriels, les États, les Länder, donc les régions au niveau allemand, les citoyens, via des coopératives, se sont mobilisés ensemble et aujourd'hui ont des résultats vraiment tout à fait exemplaires et probablement, très probablement, vont atteindre leur objectif de 2050. C'est cela que nous voulons faire en Belgique. Alors vous avez parlé d'un rapport en 2017, on a dit qu'il fallait commencer tout de suite. On est en 2019, on n'a pas encore fait grand-chose. Donc est-ce qu'on sera à temps pour 2025? Alors ça évidemment, pour nous, il est clair que ça doit être dans la feuille de route du prochain gouvernement. Nous allons voter le 26 mai. Le prochain gouvernement doit effectivement, d'avoir un chapitre transition énergétique très fort,
très ambitieux et il faut s'y mettre tout de suite. On est en train de discuter la loi climat au niveau de la Chambre aujourd'hui. J'espère qu'elle pourrait être votée même avant les élections du 26 mai. Dans cette loi climat, on précise clairement qu'il faut une réduction de 95% des émissions de CO2 d'ici 2050. Mais pour arriver à diminuer 95% des émissions de CO2 d'ici 2050, il va falloir aller vers le 100% énergie renouvelable que je décrivais à l'instant. Donc, c'est évidemment lié. Donc, mettons-nous des objectifs forts et une fois que ces objectifs sont forts, eh bien, on peut mobiliser l'ensemble de la société. J'ai quand même deux petites questions. Moi, j'ai du mal à comprendre que le renouvelable, qui est difficile, l'éolien, ça ne fonctionne pas tout le temps. Les photovoltaïques, on sait aussi que c'est limité à certains moments. Comment on peut espérer qu'on arrive à faire 100% d'énergie entièrement avec du renouvelable? C'est sûr qu'il faudra passer par des capacités de stockage. Donc, au moment effectivement où l'énergie renouvelable produit le plus, eh bien, on peut stocker l'énergie. C'est ce qui fait notamment en Allemagne. Ils ont des capacités de stockage de plus en plus importantes pour pouvoir lisser exactement, pouvoir lisser la deuxième production. Question, c'est effectivement l'Allemagne est un exemple que nous suivons, mais dans l'Europe, c'est à peu près le seul exemple. On voit que les autres grands pays ne suivent pas l'exemple de l'Allemagne. Est-ce qu'on ne sera pas un peu seul et isolé au sein de l'Europe? Je ne pense pas, et en plus, je pense que cette manière, cette vision exemplaire qu'on essaye d'avoir, c'est bon pour tout un ensemble de choses. C'est bon pour le climat, c'est évidemment important, pour la qualité de l'air qu'on respire. C'est bon pour l'emploi. Je veux dire, à mégawattheure d'éolien ou d'énergie renouvelable produit, on crée plus d'emplois que dans le nucléaire. Aujourd'hui, c'est aussi démontré par toute une série d'études. Donc c'est bon pour l'emploi local, puisque par définition, les énergies renouvelables sont raison, locales. Les autres ont tort? Non, je ne pense pas, mais je pense qu'il y a des pays qui sont pionniers en la matière. Je prenais l'exemple de l'Allemagne, je pense qu'il faut pouvoir les suivre. On a aussi toute une série de pays comme l'Autriche ou d'autres qui sont aussi en train de sortir du nucléaire. Je pense vraiment qu'on ne sera pas les seuls. On ne sera pas les seuls et la transition énergétique, écologique est quand même, me semble-t-il, une ambition que l'Europe doit se donner. Alors il y a peut-être de l'espoir aussi, parce qu'il y a des chercheurs de la KUL qui sont parvenus à produire de l'hygiène avec le soleil. On en parle déjà depuis quelques jours. Il y avait un article dans La Libre aujourd'hui. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, de se dire qu'on trouve encore technologiquement de nouvelles manières d'amasser de l'énergie. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi la preuve déjà que notre recherche scientifique en Belgique atteint des résultats. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle et c'est aussi un plaidoyer. J'en profite pour financer davantage la recherche parce qu'on sait bien que c'est un secteur qui est très sous-financé en Belgique. Mais surtout, évidemment, les évolutions technologiques sont importantes dans ce domaine comme dans d'autres domaines liés à la mobilité, par exemple. Donc, on ne peut que saluer de telles avancées. Mais c'est justement en mettant des caps clairs, des objectifs ambitieux clairs en termes de transition que nous pourrons aussi inciter les industries, les universitaires, les coopératives, les citoyens aussi à bouger et à avancer. Alors ils sont nombreux aussi à être inquiets par rapport à cette transition écologique. C'est de se dire, bon, socialement, ça peut coûter cher à ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens. Et comme Groen a lancé un peu, il y a quelques jours, l'idée de taxer la viande, ça a fait peur assez vite, qu'on allait taxer le bœuf, que la viande allait coûter plus cher. Est-ce que ça fait partie du programme d'Ecolo et de Groen, ça, de taxer la viande? Il n'est pas question de taxer la viande, donc ça c'est très clair. Ce dont il était question dans le programme de Groen, effectivement, c'était de parler de juste prix. C'est-à-dire qu'effectivement, nous encourageons, et ça nous l'assumons pleinement, de dire nous encourageons une alimentation saine, bio si possible, circuit court de nos agriculteurs, de nos agricultrices en Wallonie, en Flandre, il y en a quelques-uns à Bruxelles. Nous préférons effectivement encourager cette production-là qu'avoir de la viande qui a fait 3 fois le tour de la Terre et qui est passée par des méga-industries où on ne sait pas toujours bien tracer la qualité. La viande et donc on ne taxera pas. Non, on ne la taxera pas. Qu'elle soit au même prix qu'une viande qui vient de Bruxelles ou de Wallonie. Mais il faut mettre en place des systèmes qui encouragent les filières qui aujourd'hui produisent chez nous, dans nos régions, et surtout avec de l'agriculture, par exemple, biologique, qui est aujourd'hui en pleine expansion également. Il faut pouvoir la soutenir, ça c'est pour nous très clair. Est-ce que ça veut dire, malgré tout, ça, peut-être que c'est la réalité, et un homme politique doit dire aussi les choses parfois de manière très réaliste, c'est un peu durement, la viande coûtera plus cher. De toute façon, si elle doit avoir son vrai prix, elle coûtera plus cher. Je pense que ce qu'il faut vraiment encourager sont des comportements en lien avec la qualité de la nourriture et le fait que, de nouveau, ça puisse venir
le circuit court, donc pas trop loin de chez nous. Ouais. Je pense que c'est ça pour nous l'objectif, que ce soit pour la viande, que ce soit pour les légumes, que ce soit pour le poisson. Je veux dire, c'est ça pour nous l'objectif. Effectivement, il n'est pas bon de manger trop de viande, mais on n'est pas non plus pour interdire la viande, loin de là. Chacun est encore libre de manger ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est que ce soit de la nourriture de qualité. Oui. Parce que pour nos enfants, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on plaide, par exemple, pour avoir des cantines bio dans les écoles. Ça, pour nous, c'est important. Et après, dans les assiettes, les enfants auront des menus équilibrés. Alors, autre sujet sur la table, c'est la taxation du kérosène. Et la Belgique, maintenant, a décidé d'essayer de convaincre les pays européens de taxer le transport aérien sous forme de TVA ou de taxes sur les billets. Je vous propose 3 types de réactions à cela. La première, c'est oui, pas de favoritisme pour le kérosène. 2, non, cela risque de stopper la popularisation des voyages. Ou 3, difficile de convaincre 27 autres pays. Mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut le faire au niveau européen. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas simple. Mais aujourd'hui, pour aller au sud de la France, de Bruxelles, ça va me coûter aux alentours de 50 € pour aller en avion et ça va me coûter probablement plus de 250 € pour aller en train. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure où on a tous conscience, et on le voit dans la rue toutes les semaines, de l'urgence climatique, de l'urgence de réagir par rapport au climat, ça n'a pas de sens de payer 4 à 5 fois plus un train qu'un avion. Donc oui, il faut pouvoir à un moment donné se dire, eh bien, encourageons le train. Donc pour moi aussi, le prix du train doit diminuer, les fréquences doivent augmenter, le nombre de trains, de lignes doit augmenter. Et le prix de l'avion. Mais effectivement, à un moment donné, il faut aussi pouvoir... Il n'y a pas de raison qu'il y ait davantage à prendre l'avion, qu'il soit, je dirais, avec des avantages par rapport à d'autres moyens de transport qui sont en plus meilleurs pour l'environnement, comme le train ou le transport public. Donc oui, il faut avoir une réflexion par rapport à cela. Et il n'y a pas de raison d'un moment donné, ne pas mettre des taxes en place au niveau du kérosène des avions, mais il faut le faire effectivement au niveau européen. Alors vous êtes revenu sur une proposition en matière de financement du programme écolo qui était de finalement en finir avec le système des voitures de société et de récupérer cet argent que l'État finalement donne aux entreprises pour donner du salaire net pour améliorer les transports publics par exemple ou le transport en général. Est-ce que cette fin des voitures de société telle que vous le voyez, ça doit se faire comment? Est-ce qu'il doit y avoir aussi une transition? Qui va y perdre? Qui va y gagner? Et donc, c'est depuis très longtemps dans le programme et dans la vision, je dirais, globale, fiscale d'écolo, effectivement, se dire, est-ce que c'est encore logique au XXIe siècle que le coût de la déduction fiscale pour l'État, et donc pour les citoyens, on parle entre 3,5 milliards et 4 milliards par an, pour les voitures de société, est-ce que c'est encore du sens au XXIe siècle de dire qu'on encourage la déduction fiscale sur les voitures. Nous estimons qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens par rapport aux enjeux climatiques, par rapport aux enjeux de mobilité. On nourrit quelque part les embouteillages. Qui va perdre? Celui qui avait du net ou bien c'est l'entreprise qui va devoir payer? Ce que nous souhaitons, c'est effectivement rediriger cet avantage fiscal de 3,5 milliards par an vers d'autres objectifs. Et donc, il n'est pas question que les travailleurs et les travailleuses y perdent et soient victimes d'un changement de système. Par contre, effectivement, il faudra envoyer un signal aux entreprises qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de subsidier ou d'encourager fiscalement les voitures, mais pensons à autre chose. Pensons à des budgets de mobilité alternatifs. Pensons à d'autres... ce qui existe, mais aller beaucoup plus loin que ce qui existe. Je pense qu'il faut encourager les gens à se déplacer autrement, mais pas le faire du jour au lendemain. Sur 5, voire 10 ans, à négocier avec les partenaires sociaux. Il est juste temps de changer de cap. C'est ce que nous voulons faire et nous le disons effectivement clairement par rapport à ce système et pour utiliser les fonds publics pour d'autres objectifs. Merci Gilles Van den Burg. On se retrouve demain avec Antoine de Bormann du CDH. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.